Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui à la Citéco pour assister à cette conférence intitulée Face à la transition climatique, y a-t-il une transition du travail? Je suis Pierre Rousseau, modérateur de cette conférence. Je suis doctorant en économie au CREST, le centre de recherche en économie et statistique de l'École polytechnique et de l'ENSAE, et président fondateur de la revue Economicus, qui est partenaire scientifique et médiatique de la Citéco, et en particulier dans cette saison de travail. Nous avons essayé d'élaborer un panel de conférences autour du marché du travail pour essayer de vous en donner les évolutions majeures et les défis qui restent à venir. Quant à cette conférence qui s'inscrit dans cette saison de travail, j'ai le plaisir d'être accompagné de 3 économistes, chercheurs, spécialistes du marché du travail de notre thématique qui va nous intéresser aujourd'hui. François Fontaine, à ma gauche, vous êtes professeur à l'École d'économie de Paris, pardon, et à l'Université Paris 1, et vous êtes également membre du Conseil d'analyse économique. Anne-Juliette Lecourt, vous êtes économiste et secrétaire confédérale en charge de la transition écologique à la CFDT. Et enfin, Nathalie Moncel, vous êtes économiste du travail et chercheur au département Travail-Emploi Professionnalisation du CEREC. Je vous invite également, lors des premières prises de parole, à présenter les organismes dans lesquels vous travaillez, notamment le CAE, le CEREC et la CGT, pour que le public soit plus familier avec ces, ces acronymes. Donc, cette thématique, transition climatique et marché du travail, on a beaucoup en tête les conséquences et les enjeux de la transition environnementale, la concentration de gaz à effet de serre, ses conséquences sur nos territoires et sur l'économie, mais la relation avec le marché du travail n'est pas forcément triviale pour chacun. Euh, on a en tête que certains métiers vont être plus affectés que d'autres. Peut-être qu'à des échelles personnelles, on ne voit pas comment la transition énergétique ou climatique pourrait affecter nos métiers, mais justement, on va essayer de répondre à ces interrogations, comme quoi elle va finalement affecter les métiers, quels que soient les secteurs, mais avec des dynamiques qui sont différentes selon les secteurs. Puis on va essayer de réfléchir aux politiques publiques qui peuvent améliorer les transitions des travailleurs vers des métiers plus verts, permettre des transitions plus douces, des conditions de travail plus appropriées lorsqu'elles sont en prise aux conséquences du changement climatique. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole aux intervenants de cette conférence, en commençant par Anne-Juliette. J'aimerais vous poser une question très simple pour permettre au public de comprendre un peu ce lien entre transition environnementale et marché du travail. En quoi cette question de la transition écologique, c'est un enjeu structurant du marché du travail? En quoi ça touche finalement chaque travailleur? Alors que ça peut paraître, comme je le disais au début, assez déconnecté selon les professions. Bonjour à toutes et tous. Navrée, donc oui, effectivement, moi je suis secrétaire confédérale à la CFDT, qui est la Confédération française démocratique du travail. C'est la première organisation syndicale française avec un peu plus de 600 000 adhérents, autant d'hommes que de femmes, et qui représente dans tous les territoires et dans tous les secteurs et métiers l'action de la CFDT. Et donc c'est un plaisir pour moi d'être là cet après-midi. Alors, je pense que pour répondre à ta question, il faut redémarrer de la spécificité de la transition écologique. Les mutations, le marché du travail en a vécu et il en vit encore. Le numérique et l'intelligence artificielle en est une illustration. La spécificité de la transition écologique, c'est qu'en fait, on s'impose à nous-mêmes des transformations pour préserver l'habitabilité sur Terre, pour sauver l'être humain, clairement. Et donc, on s'impose à nous-mêmes de réorienter nos activités économiques, nos modes de vie, nos manières de produire. Et donc, ça ne va pas de soi. Ce n'est pas l'innovation de marché, les opportunités de marché, l'innovation technologique qui fait naturellement muter la manière dont on va procéder. Donc, ça ne va pas de soi, et donc il va falloir évidemment des politiques publiques, tu l'as dit, d'incitation, de régulation, d'accompagnement, évidemment, parce qu'on n'est pas tous égaux face à ces transformations. Et puis, répartir équitablement les efforts qu'il va falloir mener. Mais quand on regarde de plus près, on voit bien que les activités économiques sont à la fois le problème et la solution. C'est-à-dire que les émissions de gaz à effet de serre, l'érosion de la biodiversité, la pollution, les activités économiques sont quand même
à la source de ces difficultés-là, et en même temps, la solution si on les transforme. Et quand on ouvre cette boîte noire de l'activité économique, ben, on tombe assez vite, rapidement, sur le travail, les emplois. Les emplois, les forces vives dont on va avoir besoin pour mettre en œuvre ces transformations. Tous les secteurs, l'agroalimentaire, l'énergie, la mobilité, donc comment produire une voiture qui émettra moins de carbone. Donc la rénovation thermique, énergétique aussi. Donc tous ces métiers qui vont faire en sorte qu'on va changer notre manière de produire et puis de vivre. On va transformer nos modes de vie. Il y a ceux qui vont, en tout cas là, ça concerne tous les travailleurs, c'est comment on va écologiser le travail, c'est comment on va intégrer les enjeux environnementaux dans nos activités de travail. Ça concerne tout le monde. Et puis, les travailleurs qui ne sont pas forcément dans un secteur stratégique pour la transition écologique, mais qui sont sur des métiers accélérateurs. Souvent, c'est ceux qui sont en lien avec l'amont, l'aval de l'activité de l'entreprise. Le responsable des achats, par exemple, comment, lui, en construisant son cahier des charges, il va impulser une transformation chez ses sous-traitants, chez ses fournisseurs, par exemple. Comment, en transformant la flotte de mon entreprise thermique en flotte électrique, du coup, j'impulse aussi une dynamique jusqu'à la filière industrielle plus loin pour impulser une électrification de l'automobile. Donc, on va avoir besoin à la fois d'une politique industrielle inédite qui puisse intégrer les enjeux des travailleurs, les préoccupations des travailleurs au cœur de cette politique industrielle pour pouvoir répondre à ces besoins d'emploi et en même temps répondre aux difficultés ou aux enjeux que soulèvent ces recrutements-là. Parce que quand on regarde, on a besoin de soudeurs, de chaudronniers pour construire les EPR de Penly, par exemple. On a besoin d'ouvriers du bâtiment pour rénover thermiquement les bâtiments. Je le disais tout à l'heure, on a besoin de menuisiers, on a besoin d'électriciens. On a besoin aussi de conducteurs de tram pour faire du report modal. On a besoin de services de proximité et de services publics pour former. Tu l'aborderas tout à l'heure. On a besoin de services à la personne aussi, parce qu'il y a l'enjeu décarbonation, mais il y a l'enjeu adaptation. On va avoir besoin aussi de services de proximité, de santé, secours. Tous les travailleurs, en fait, qu'on a retrouvés, qu'on a appelés les travailleurs essentiels de seconde ligne pour la crise sanitaire, c'est tous ces travailleurs-là qui assurent la continuité de nos systèmes socio-économiques lorsqu'il y a un aléa climatique, qui sont de plus en plus nombreux et intenses, les inondations, les tempêtes, les périodes de sécheresse et de canicule. Et donc, quand on regarde tous ces travailleurs, ces métiers-là, on voit bien que c'est essentiellement des métiers qui sont déjà les plus pénibles, avec des parcours de rémunération peu satisfaisants, une organisation du travail de la même manière, des conditions de travail qui sont difficiles. Et donc, il va falloir mettre ces préoccupations-là au cœur à la fois de la politique industrielle dont on a besoin, mais au cœur de la politique de l'emploi de manière plus générale. Je termine par l'autre volet. Là, il y a des opportunités, clairement, de pouvoir se saisir des préoccupations des travailleurs et puis de se saisir des opportunités d'emploi. Il y a l'autre versant, qui est quand même les activités qui vont décroître, notamment dans les activités fossiles, dans les secteurs fossiles. Et donc là, il va y avoir besoin d'accompagner ces travailleurs-là et de construire des parcours en leur évitant de passer par la case chômage. Je pense qu'on l'abordera tout à l'heure, mais il y a des restructurations assez considérables. Et puis les travailleurs les plus impactés par les changements climatiques, et ça, je viens de l'aborder, mais du coup, il va falloir aussi pouvoir répondre à l'aggravation de la pénibilité de ces travailleurs-là. Donc, pour finir mon propos, la difficulté qu'on a finalement, c'est comment on anticipe tous ces enjeux-là, à la fois enjeux emploi, à la fois enjeux travail. Comment on transforme les opportunités, comment on saisit des opportunités et comment on minimise les risques pour les travailleurs. Et clairement, aujourd'hui, pourquoi la CFDT se sent légitime à s'exprimer là-dessus? Parce que, en fait, il y a ce dialogue social qui est capable d'embarquer à la fois les questions d'emploi et de travail. On a des leviers en main par le dialogue social pour pouvoir dialoguer sur ces questions et apporter des solutions. Et donc,
pour répondre en une phrase à ta question, on voit bien que finalement, la transition écologique, il y a besoin de politique publique, mais elle ne pourra jamais se faire sans ni contre, en fait, les travailleurs. Merci beaucoup et on le verra après. Il y a une spécificité des situations selon les secteurs, les métiers qui justifient justement ce dialogue social pour comprendre les spécificités d'adaptation et des conséquences de la transformation écologique. Nathalie, je me tourne vers vous par la suite pour vous poser à peu près la même question. Donc, si on comprend bien, il y a des changements qui sont d'ordre à la fois d'organisation du travail, de compétences, d'emploi qui sont liés à la transition écologique et qui touchent tout secteur. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je travaille au CEREC, qui est le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, un établissement public qui accompagne les politiques publiques sur les questions de relations entre formation, emploi, travail, insertion, formation continue, enfin différentes thématiques. Et c'est à ce titre-là qu'on s'est intéressé récemment à ce que la transition écologique fait au travail. Alors, tu as déjà dresser un panorama assez large des questions qui sont posées par les enjeux de la transition écologique pour le travail et l'emploi. Moi, j'aimerais revenir à l'idée du travail comme pierre angulaire de cette transition écologique, dans le sens où la transition écologique implique de transformer nos façons de produire, pas seulement en ce qui concerne la décarbonation des systèmes productifs, mais plus globalement en ce qui concerne le fait de ne pas franchir les 9 limites planétaires qui sont identifiées dans différents travaux, sachant qu'on en a déjà franchi 6, qui concernent la conservation des sols, de l'eau, de la biodiversité, etc. Ces enjeux étaient déjà pointés par le rapport Meadows en 1972, qui mettait en évidence les limites de la croissance telle qu'elle se mettait en place par rapport aux limites environnementales. Pourquoi je rappelle ce point-là? Pour dire que j'aime bien m'appuyer sur les propos de Paul Guilibert, qui dit: «Produire, c'est transformer des réalités naturelles pour satisfaire des besoins sociaux grâce à un travail socialement organisé par des dispositifs techniques». Vous avez dans cette phrase les mots-clés sur lesquels on doit réfléchir lorsqu'on s'intéresse aux impacts de la transition écologique sur le travail, c'est-à-dire quels sont les besoins sociaux auxquels on va répondre à travers une organisation du travail qui est toujours socialement mise en œuvre et qui s'appuie sur des dispositifs techniques, donc lesquels va-t-on choisir pour faire évoluer nos modes de production dans un sens écologiquement responsable, selon quelle forme d'organisation sociale du travail pour que cette transition écologique elle soit aussi socialement juste. Ce sont les questions auxquelles les politiques publiques doivent répondre. Alors, on a des réponses qui sont plus ou moins technocentrées. On va se centrer sur un dispositif technique comme le passage du moteur thermique au moteur électrique, par exemple, qui est un mode d'approche des enjeux écologiques. On sait que la voiture électrique, pour autant, ne va pas résoudre toutes les difficultés qu'on a par rapport à ces limites planétaires. Et on a des approches plus holistiques, plus systémiques, qui sont de dire comment est-ce qu'on réorganise vraiment la société de façon à être plus sobre en ressources et en pollution. Par rapport à ça, les impacts sur le travail, ils vont être de 3 ordres. La transformation des secteurs conduit à des créations, destructions d'emplois, ça c'est classique et je pense qu'on en parlera aussi par la suite. Ce qu'on constate lorsque l'on va regarder ce que la transition écologique fait vraiment au travail dans les entreprises, c'est qu'elle pose des questions d'organisation du travail. Comment est-ce qu'on organise le travail de façon à ce que la consommation de ressources et la production de déchets, pour aller vite, soient maîtrisables. Donc on a des questions d'organisation du travail. Et troisième type de transformation à anticiper, à prendre en compte et qui sont déjà à l'œuvre, ce sont les transformations des compétences individuelles mises en œuvre dans le travail, c'est-à-dire des façons de faire son travail, de bien le faire. Et là, on y reviendra par la suite, j'imagine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a une question également qui est très vive dans le débat public, qui est la question de destruction et de création d'emplois. Alors, on entend beaucoup parler, à tort ou à raison, on va voir, qu'il y a des potentielles fortes destructions d'emplois, également des fortes créations d'emplois. On voit, liées à la transition environnementale et on peut voir aussi le parallèle avec les thématiques de, heu, comme, vous le disiez au début, de numérique et d'IA avec, et leur impact sur le travail. Il y a toujours ces questions de destruction et de création d'emplois. Et justement, François Fontaine,
Vous avez travaillé pour le Conseil d'analyse économique sur une note qui essaye qui chiffre cet impact de la transition écologique sur l'emploi et qui montre, je ne vais pas donner tous les résultats, mais qui permet d'éclairer sur cette question et que le débat va bien au-delà juste de ce chiffrage et qu'il y a des spécificités plus importantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et j'en profite, avant de vous donner la parole, si c'est possible d'afficher les slides en même temps. Les slides en question. Alors, ils vont se mettre en place tranquillement. Donc, bonjour à tous. Je suis professeur à l'École d'économie de Paris et donc effectivement, je suis membre du CAE, le Conseil d'analyse économique, qui est un groupe d'économistes en fait qui conseille un peu les politiques publiques. Et effectivement, on a fait un rapport il y a une année à peu près sur transition énergétique. Le terme est important, j'expliquerai pourquoi, et emploi. Donc en fait, l'exercice qu'on a fait est le suivant. Finalement, on a une approche plus limitée que certaines des questions qui ont été posées ici. C'est-à-dire que, par exemple, on ne s'est pas posé la question de l'organisation du travail, qui est bien entendu très importante. On ne s'est pas posé aussi la question de l'intégralité de la transition écologique. Parce que la transition écologique touche des questions, on va dire, d'énergie, des questions de carbone, mais touche aussi beaucoup d'autres choses. L'exercice qu'on a fait est le suivant. En fait, on s'est demandé dans quelle mesure on pouvait s'attendre à des pertes ou à des créations d'emplois massives lorsqu'on renchérit le coût du carbone. Parce que vous savez que si on veut lutter contre le dérèglement climatique, il faut absolument qu'on stabilise, puis qu'on réduise, surtout qu'on réduise nos émissions de carbone. Et ça passe inévitablement de manière directe ou indirecte par un renchérissement du coût des énergies carbonées. D'accord ? Direct, ça veut dire qu'on augmente le prix de ces énergies, par exemple en les taxant davantage. Indirect, c'est par exemple quand vous mettez une réglementation qui impose le passage à un autre type d'énergie qu'une énergie carbonée, forcément, en fait, implicitement, vous renchérissez le coût des énergies carbonées. Vous savez qu'il y a un objectif intermédiaire de diviser par 2 par rapport aux années de référence nos émissions de CO2 en 2030. Et un chiffre que donnent beaucoup de rapports, c'est qu'il faudrait augmenter la tonne de CO2 d'à peu près 100 €. Donc on est parti de là, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui se passe si on augmente le prix du carbone de 100 €? Et on a fait 2 types d'exercices. Alors je vous expliquerai ça après. En fait, on a fait un exercice qui est un exercice un peu classique, c'est-à-dire qu'on a regardé quels seraient les secteurs qui étaient gagnants, perdants. D'accord ? Ça, c'est assez facile, entre guillemets, c'est qu'on se doute bien que ça va être très compliqué pour la métallurgie, qui est très intensive en énergie carbonée, et beaucoup plus facile pour les services, par exemple, pour certains services en tout cas. Ça peut être plus compliqué pour les transports et plus facile pour d'autres types de secteurs. Donc on a regardé d'abord ce côté intersectoriel, qui était de regarder quels étaient les secteurs qui gagnaient et qui perdaient. Là-dessus, en fait, on est revenu à des choses qui sont en fait assez bien connues, mais ce qu'on a montré surtout, c'est qu'à partir du moment où l'argent de cette taxe elle est redistribué, les effets globaux sur l'emploi, en fait, ils sont très limités. Donc il n'y a pas à s'attendre à des destructions massives d'emplois au niveau agrégé du fait d'un renchérissement des énergies carbonées. Après, ce qu'on a fait, qui est à mon avis plus nouveau, c'est qu'on a creusé particulièrement des secteurs et des sous-secteurs. Et notamment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un zoom sur l'industrie manufacturière, qui est un secteur qui est émetteur et surtout qui est un secteur qui est gros consommateur d'énergie et qui, à l'heure actuelle, consomme beaucoup, encore beaucoup d'énergie carbonée, c'est-à-dire notamment du gaz. Et en fait, ce qu'on a montré, et un peu c'est ce que vous avez là, c'est que en fait, quand on calcule les émissions, donc ce que vous avez là, c'est que vous avez des sous-secteurs. Donc le premier, c'est l'informatique. Le dernier, c'est l'extraction, je ne sais pas si vous le voyez. Et puis, on a des industries manufacturières, l'imprimerie, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a des données qui nous donnent les consommations énergétiques de chacun des établissements, pour simplifier, de chacun des établissements, de chacun de ces sous-secteurs. Et on sait si ces établissements-là consomment du fuel, du gaz, de l'électricité, etc. On a 12 types d'énergie. Chaque énergie émet plus ou moins de carbone. D'accord ? L'électricité en France, elle est pas complètement décarbonée, mais elle est quand même très décarbonée. Et par contre, le gaz, c'est une énergie carbonée. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que vous avez à l'intérieur même des sous-secteurs, c'est-à-dire que même si vous prenez, je sais pas, quelque chose comme on va dire l'électronique et l'informatique ou l'imprimerie, vous avez des établissements qui en fait sont encore sur des technologies qui utilisent beaucoup d'énergie carbonée,
versus des établissements qui, eux, utilisent surtout de l'électricité. Je vais vous donner un exemple qui, à mon avis, est celui qui est le plus parlant. C'est que pour beaucoup d'applications industrielles, vous avez des fours. D'accord ? Et les fours, en fait, ils peuvent fonctionner en fait, à l'électricité comme au gaz, et quelquefois pour le même type d'application. Et donc, vous avez des établissements qui, pour des raisons, on pourra y revenir, notamment d'âge, utilisent beaucoup des machines qui consomment du gaz pour leur four et d'autres qui consomment de l'électricité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, pour le même volume d'énergie, bah, vous avez des établissements qui émettent beaucoup et d'autres qui émettent beaucoup moins. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous augmentez le coût des énergies carbonées pour tout le monde, en réalité, il n'augmente pas pour tout le monde de la même manière. Deux entreprises qui produisent la même chose, certaines vont pouvoir être touchées très fortement par l'augmentation du coût du carbone nécessaire pour la transition énergétique, alors que d'autres établissements vont quasiment pas être touchés. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire si on prend l'étape suivante? Ça veut dire que vous allez avoir non pas des destructions nécessairement massives d'emplois, mais ce que vous risquez d'avoir, alors ça, ici, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simulé, alors je vous passe les détails, on pourra y revenir si vous avez des questions, mais on a regardé l'effet de la taxe. Et alors, ce que vous avez, ça se lit comme ça. J'aurais dû le dire avant. Le point bleu, c'est l'effet moyen sur les établissements du secteur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez les équipements électriques, en moyenne, la taxe augmentera l'emploi dans ce sous-secteur-là. Et en fait, la raison, c'est que c'est un secteur qui est globalement très peu consommateur en carbone. Et donc, en fait, lui, il gagne en relatif par rapport aux autres. Et donc, ça veut dire que potentiellement, il est en capacité de s'accroître. Ensuite, vous avez, vous voyez, un tiret avec deux petites barres à droite et à gauche. Ça, c'est, en gros, ça vous donne le pire, la baisse d'emploi la plus forte d'un établissement de ce secteur-là, à gauche, et l'augmentation de l'emploi la plus forte à droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous avez des gens des établissements, des entreprises qui vont gagner et d'autres qui vont perdre. Pourquoi? Parce que vous avez des entreprises qui sont mal exposées à ça, parce qu'elles ne se sont pas transformées, ou elles ne se seraient pas transformées. Et donc, du coup, elles, d'un point de vue compétitif, elles vont perdre par rapport aux entreprises qui, elles, sont bien exposées. En gros, elles vont devoir augmenter leur prix, alors que leurs compétiteurs ne vont pas augmenter leur prix. Et donc, vous avez des entreprises qui potentiellement perdent des parts de marché, tandis que d'autres gagnent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, quand vous voyez l'ampleur, si vous regardez les différences entre les petits points bleus, qui ne sont pas énormes, sauf pour des secteurs comme la métallurgie, et que vous regardez les écarts à l'intérieur de chacun des sous-secteurs, donc c'est-à-dire les traits, ce que ça veut dire en gros que potentiellement les créations et destructions d'emplois au niveau de chaque secteur sont beaucoup plus importantes, ou en fait sont aussi importantes si on les quantifie proprement, que les destructions d'emplois entre les secteurs. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Ça veut dire qu'en fait, la transition, en tout cas énergétique, c'est pas forcément quelque chose qui va détruire massivement des emplois. Par contre, c'est quelque chose qui va créer beaucoup de ce qu'on appelle de réallocation de main-d'œuvre, c'est-à-dire des entreprises qui vont malheureusement pas nécessairement fermer, mais petit à petit baisser en taille, tandis que d'autres vont potentiellement embaucher davantage. Mais ça suppose forcément que les travailleurs, ils changent d'entreprise. Et donc là, il y a toute une question potentiellement d'accompagnement qui se pose. Et puis après, on peut peut-être garder la dimension géographique pour après. Non? Très bien. Oui, et si je me souviens bien, la nature de la relocalisation, vous aviez noté dans la note, environ 4,1% des emplois feront l'objet de réallocation intrasectorielle. Ouais, c'est-à-dire que quand on quantifie les mouvements, c'est 4% de l'emploi. Je vais vous donner un exemple. Chaque année, en France, si vous additionnez les créations et la destruction d'emplois, ça fait à peu près 20% de l'emploi total. D'accord? Donc en fait, le marché du travail, il réalloue chaque année énormément, il y a énormément de mouvements. Là, ce qu'on quantifie, c'est que ça créerait à peu près l'équivalent d'un mouvement de 4% de l'emploi total. Donc c'est pas gigantesque, mais ça reste quand même important, notamment en termes de politique publique, parce que ça veut dire quand même que vous avez à peu près un quart de mouvements supplémentaires. Et donc ça, c'est des gens à accompagner, il y a des questions de formation, etc. Tout un tas de questions qui se posent. Et justement, pour continuer sur cette dimension d'accompagnement, je me tourne vers vous, Anne-Juliette. Ce qui me vient à l'esprit en regardant ce graphe, c'est cette hétérogénéité sectorielle. Est-ce qu'elle est prise en compte dans les réflexions au sein de la CFDT? Est-ce que dans le dialogue social, vous observez aussi ces hétérogénéités d'impact de secteur? Et est-ce que
la compréhension de ces enjeux et les réponses à ces enjeux sont simples, au vu de cette Alors hétérogénéité? non, c'est pas simple. Non, non, mais bien sûr, on l'observe déjà de toute façon, évidemment. En fait, là, on est sur l'effet du prix, du carbone et de la montée du prix du carbone, d'accord? En fait, décarboner, c'est l'objectif, il y a plusieurs chemins pour le faire. Enfin, je veux dire, le secteur de l'automobile est extrêmement parlant. On peut, soit, partir sur une électrification, à coût, de construction, de véhicules lourds et créer, produits, à l'étranger, en délocalisant. Et donc là, il y a un impact environnemental élevé, même si on décarbone en faisant du véhicule électrique, et il y a de la destruction d'emplois. Ou faire le choix, donc c'est le cap qui doit être discuté au démarrage, dans le cadre du dialogue social, ou faire le choix de créer, des petits véhicules électriques, donc moins impactants, pour l'environnement, puisque moins énergivores, plus accessible en plus pour le prix pour les ménages, et les créer, parce qu'on a la capacité, et les compétences et les travailleurs dans l'industrie automobile thermique, créer et préserver les emplois existants. Alors il y aura forcément un petit différentiel, il y a quand même une destruction d'emplois, mais on minimise les risques et on saisit des opportunités dans nos territoires français, européens. Et donc en fait, c'est le sujet, c'est où et quand on discute de ce chemin. Puisque là, on aura le même effet en termes de décarbonation, mais on n'aura pas, sur le territoire français, je parle, mais on n'aura pas le même effet sur l'emploi. Et donc, il faut pouvoir, au démarrage, discuter du cap de la filière et ensuite l'opérationnaliser dans les branches, jusque dans les entreprises, jusque dans les territoires. C'est ça le sujet. Et aujourd'hui, je peux donner un autre exemple, dans le secteur du bâtiment, par exemple. Sur l'automobile, bon, bah, on a dit fin des moteurs thermiques en 2035. Donc, le cap, il est posé. Alors, il y a des tergiversations de la part des constructeurs parce qu'effectivement, il y a cette question du débat de quel modèle économique je vais adopter. Mais si on prend le secteur, par exemple, du bâtiment, aujourd'hui, on ne discute pas du tout encore du cap qu'on choisit de mener. On a des feuilles de route nationales qui disent il faut aller davantage sur la réhabilitation, la rénovation, la densification en matière de construction et moins s'étendre pour préserver aussi la biodiversité. Et en réalité, aujourd'hui, pour des raisons diverses, notamment de représentativité, de bataille des acteurs et des partenaires sociaux du secteur, la FFB, la CAPEB, les gros et l'artisanat, en gros, on n'est pas autour de la table pour discuter du chemin qu'on doit emprunter. Et donc, en fait, ça démarre de ce diagnostic-là. Ensuite, on est en mesure de se dire, bon, bah, ça va être quoi les impacts? On choisit ce cap, ça va être quoi les impacts emploi et travail? Et donc là, on est en mesure, dans les branches, d'opérationnaliser les choses, de faire de la GPEC, de traiter les enjeux d'attractivité et de fidélisation des métiers, parce que autant il faut attirer, certes, des jeunes formés, il faut attirer des personnes qui, du coup, verraient leur emploi disparaître parce qu'on a besoin de force vive dans la rénovation énergétique et thermique, d'accord, des bâtiments. Mais encore faut-il les fidéliser, ces travailleurs. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un sujet au regard des conditions de travail, de la pénibilité, qui s'aggrave en plus avec le réchauffement climatique quand on travaille à l'extérieur ou dans des bâtiments qu'on rénove. Et donc, il faut pouvoir mettre ces sujets de qualité de l'emploi et du travail au cœur du dialogue social une fois qu'on a discuté du cap, qu'on a co-construit un diagnostic partagé. Et ça, ben, le dialogue social, il est équipé pour le faire, clairement. On a même négocié un accord national interprofessionnel qui pose les fils à tirer pour le faire. C'est-à-dire qu'on a des informations consultations obligatoires, on a des négociations obligatoires dans les entreprises, on a des documents de prévention des risques, des risques professionnels qui sont aussi obligatoires. Et donc, en fait, on est équipé pour pouvoir discuter de ça. Il faut des agendas sociaux pour poser ces questions-là. Après, sur la question de l'accompagnement et de la mise en œuvre, il y a quand même besoin, en termes de politique publique, si on parle de la question des emplois, destruction, création, la nécessité d'équiper quand même
le dialogue social et les individus de droit. Et la CFDT, elle porte bien la question d'un droit socle universel à la reconversion, à l'assurance transition emploi, pour éviter de passer par la case chômage, éviter la destruction de compétences que le chômage a tendance à créer, et donc pour pouvoir se saisir pleinement de ces opportunités-là. Peut-être que je vais m'arrêter là, j'ai plein d'autres exemples à donner, mais Merci beaucoup. Exactement comme on l'a dit avant, donc il y a des pertes massives à relativiser, une forte hétérogénéité sectorielle, un besoin de cap, comme vous le disiez, pour fixer ensuite des politiques concrètes à mettre en place. Et maintenant, Nathalie, je me tourne vers vous pour justement étayer ces éléments de transition et de modification de compétences, parce qu'il me semble que vous avez des études dans votre centre qui étudient certaines professions spécifiques ou certains secteurs et qui démontrent en quoi ces compétences utilisées dans certains secteurs vont être transformées et amenées à être transformées dans le futur. Oui, tout à fait. Je vais prendre la suite d'Anne-Juliette pour dire qu'effectivement, la transition écologique, c'est le passage d'un point A à un point B. Donc, c'est une transition. Donc, mais il y a plusieurs façons d'aller de ce point A à de ce point B. Et nous, ce qu'on a été regarder dans nos études, c'est très concrètement les transformations qui se sont faites dans certains secteurs qui sont impactés, comme ça a été dit, par des normes, souvent, que ce soit le BTP sur la question des déchets, que ce soit la restauration collective par la loi Egalim. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'on a vu très concrètement sur la façon dont ces normes, qui à visée et écologisante, eh bien, elles vont aller transformer le travail dans ces secteurs. Alors, si je pars du BTP, les dernières, le BTP est un secteur extrêmement normé sur beaucoup de choses. On s'est intéressé plus particulièrement à la façon de gérer les déchets, qui a été à nouveau réglementée récemment, avec l'idée de rentrer dans une économie dite circulaire, c'est-à-dire que les déchets des secteurs, des chantiers du BTP peuvent être transformés pour redevenir à nouveau des ressources. C'est ça l'idée de l'économie circulaire. Il y a une feuille de route nationale à ce sujet. Le BTP est particulièrement impacté. Eh bien, si on est sur un chantier de BTP qui induit de la destruction ou de la transformation, on va avoir des déchets qui vont devoir être triés pour ensuite être recyclés. Et ça, eh bien, ça va impacter la façon dont, sur un chantier, on l'organise, c'est-à-dire le travail du maître d'œuvre, si vous voulez bien, c'est-à-dire comment je vais organiser mes îlots de façon à pouvoir avoir un espace pour mettre ces déchets. Ça va impacter le travail des différents corps de métier, électriciens, maçons, charpentiers, puisque eux-mêmes, à travers leur acte professionnel, vont devoir anticiper le fait que leurs déchets vont être à trier dans un espace particulier, dans des bennes particulières. C'est très concret ce que je vous raconte, mais qu'en fait, dans leur geste professionnel, ils vont devoir anticiper cette intégration de préoccupations environnementales, que ce soit sur le déchet, sur le traitement des déchets de nature chimique, comme les peintures. Qu'est-ce qu'on fait des restes de peinture sur un chantier? Et très concrètement, eh bien, on se rend compte que ces professionnels du bâtiment vont devoir penser, donc avoir une démarche de recadrage cognitif de leur activité de travail pour anticiper la façon dont ils vont utiliser et traiter ces déchets. C'est la même chose, et ça c'était très intéressant comme étude, en ce qui concerne la restauration collective. On allait voir dans des cantines scolaires, en fait, la mise en œuvre de la loi Egalim. La loi Egalim, c'est 2021 ou 22, je ne sais plus. C'est cette loi qui prévoit que dans les cantines scolaires, on a au moins 30% des intrants qui sont provisionnés en circuit court, c'est-à-dire, alors il n'y a pas vraiment de définition de distance, mais enfin, vous voyez l'idée, c'est de s'approvisionner localement en produits de qualité locale, avec pour une partie le label bio, voilà, et puis de prévoir chaque semaine un repas végétarien. Bon, la loi dit ça, donc les établissements de restauration collective, souvent tenus par des municipalités ou des grosses structures comme les hôpitaux, essayent de mettre ça en œuvre, enfin, ont l'obligation, mais sur un délai assez long. Eh bien, ces nouvelles normes écologiques vont modifier l'approvisionnement. Donc, la personne qui s'occupe des achats, qui va devoir aller chercher sur son territoire là où s'approvisionner, mais ça va également impacter le travail du cuisinier, qui va devoir faire avec de nouveaux produits. Donc là, on est dans des nouvelles façons
de travailler. La personne est toujours cuisinière, hein, cuisinier, mais va devoir intégrer des nouveaux légumes, des nouvelles façons de faire. Et puis l'épluchage de carottes bio, bah, c'est pas l'ouverture de sachets de carottes tout épluchées. Donc ça va vraiment changer très concrètement le travail de ces personnes, tout comme la limitation de l'utilisation de contenants plastiques dans les cantines. Alors c'est un peu remis en cause en ce moment, mais enfin bon, c'était l'idée initiale de la loi. Eh bien, va modifier le travail des cantinières. Alors je les mets au féminin, vous comprendrez pourquoi. Bon, voilà, cantinier, cantinière, dans la façon de servir, de mettre à disposition la nourriture pour les personnes. Là aussi, on constate qu'on a une transformation de l'organisation du travail, des gestes professionnels, des façons de collaborer entre professionnels. Le travail est toujours collectif, hein, c'est très rare où on travaille tout seul dans son coin, on est toujours en relation avec des collègues. Et là, lorsqu'on doit véhiculer non plus des yaourts en pot, mais des saladiers de yaourt, il faut rentrer dans le détail hein, pour voir ses impacts, eh bien, on n'est pas dans la même manipulation d'outils, on n'est pas dans la même manipulation pour faire le lavage de ces instruments, etc. Je pourrais rentrer vraiment plus loin dans le détail parce qu'on a examiné la façon dont ces personnes voient leurs activités se modifier et mettent en œuvre de nouvelles compétences quelque part, mais souvent sans le savoir. Je viendrai plus tard sur les conditions pour cette transition, les conditions qui permettent une bonne transition du travail. Merci beaucoup. Peut-être, je vois l'heure qui tourne et Anne-Juliette, il me semble que vous devez partir à 50. Du coup, si vous acceptez, Nathalie et François, que j'essaye de questions, Anne-Juliette avant qu'elle avant qu'elle se libère. Oui, non, je vais rebondir, sur ce que disait, Nathalie, est-ce que, sur plusieurs points. Ça pose la question des emplois, verts ou verdissants, comme on dit, qui, on sait, ont des problèmes d'attractivité. Est-ce qu'il y a ça fait partie des considérations prises en compte ou des réflexions, en tout cas, que vous avez dans les débats internes à la CFDT. Et également, quels sont les éléments mis en avant dans les politiques publiques à mettre en place pour l'attractivité de ces métiers, mais également, j'imagine aussi à l'échelle des entreprises, parce qu'on a vu qu'il y a une hétérogénéité sectorielle qui amène aussi à des transformations internes aux entreprises, pas que des transferts de main-d'œuvre, mais aussi des entreprises qui doivent s'adapter et qui coûtent. Et du coup, il y a une réflexion à la fois côté offre et demande, j'imagine. Alors, désolée d'ailleurs de devoir vous quitter plus tôt, mais pour tirer le fil de Nathalie, c'est extrêmement intéressant tout ce qu'elle a pu décrire et ça illustre vraiment pleinement ce qu'on est venu dire et partager avec vous. Pour illustrer, oui, d'une part, oui, évidemment, ça fait partie de notre réflexion. Pour l'illustrer, peut-être à deux niveaux différents. À l'échelle de l'entreprise, par exemple, alors on a un certain nombre de dispositifs qui préservent les salariés, par exemple, en période de canicule dans le secteur du bâtiment, mais pas ailleurs. Or, la chaleur, par exemple, dans un bâtiment industriel, quand vous travaillez en période de canicule dans un bâtiment industriel auprès de machines, la chaleur monte de manière très importante et vous subissez des conditions de travail extrêmement difficiles. Et donc, on a une équipe chez Eram, par exemple, qui a à Cholet, qui a négocié un accord canicule qui est opérationnel en fait lorsque Météo France décrète une période de canicule, puisqu'il n'y a pas dans la législation de température maximale au-delà de laquelle on ne pourrait pas travailler. Et donc, ils ont pu négocier cet accord pour pouvoir préserver les travailleurs. Et l'idée, c'est de ne pas interrompre l'activité pour préserver l'activité de l'entreprise et in fine les emplois. C'est de penser l'organisation du travail différemment, de déployer des points d'eau de manière beaucoup plus importante, par exemple. Et ça, évidemment que ça nous nourrit. Ce type d'action syndicale dans les entreprises, ça nous nourrit pour porter ça de manière plus structurée, notamment dans le cadre du plan national d'adaptation au changement climatique, puisqu'on a obtenu des concertations, notamment sur le travail et la chaleur dans le privé et dans la fonction publique, pour poser sur la base de ces expérimentations, ces expériences-là et ces innovations sociales qui ont lieu dans les entreprises, pour pouvoir le poser dans le plan national d'adaptation au changement climatique. Et aujourd'hui, il y a un décret qui est en discussion, enfin
en cours de construction sur notamment le fait de pouvoir, sur la base d'Alerte Météo France, pouvoir mettre en œuvre des dispositions d'organisation du travail différentes pour préserver les travailleurs. Donc oui, ça fait vraiment pleinement partie de ce qu'on porte. Et peut-être, et après je me sauve, promis, ce que disait Nathalie et ce que je porte là, en fait, ça pose la nécessité du dialogue social et du dialogue professionnel. Parce que on l'a vu dans le cadre notamment de la crise sanitaire. Nous, on a été très mobilisés à chaque fois. On avait une mesure qui tombait, et puis pour préserver les travailleurs et les citoyens, mais à chaque fois, il fallait l'ajuster au plus près des réalités de travail. Et en réalité, on l'a vu dans le cadre du plan de sobriété aussi. Il fallait réduire de 10% nos consommations énergétiques. Et en réalité, il fallait l'ajuster au plus près des réalités parce que on a pu voir des mesures nationales sur réduction ou suppression de l'eau chaude, interruption, enfin, on fermait les ordinateurs en partant le soir. Et en fait, on a eu des cas de loupés, puisque en fait, l'eau chaude, la personne qui vient nettoyer les bureaux le matin ou l'entreprise, elle a besoin d'eau chaude, même si les salariés de l'entreprise n'en ont pas besoin, par exemple. Et donc, pour la personne qui fermait l'ordinateur, a fait en fait bugger finalement tout le système informatique de l'entreprise. Et du coup, ils ont dû redémarrer sur plus d'une journée le système. Donc, on voit bien qu'en fait, on ne peut pas. Il faut des mesures d'accompagnement, d'incitation, de régulation, mais il faut l'ajuster au plus près des réalités du travail des salariés pour pouvoir préserver l'activité et le travail, la qualité du travail et les emplois in fine. Et donc, en fait, juste pour clore, je crois que en tant que syndicaliste, enfin voilà, si je peux juste terminer là-dessus, c'est que on voit bien que le dialogue social, le dialogue professionnel, la coopération sont vraiment des leviers de transformation extrêmement puissants. Et dans le contexte actuel, je crois que c'est important de pouvoir le partager parce que on a des leviers à la main dans le cadre du syndicalisme pour agir au travail pour le climat, puisque c'est notre marque d'ailleurs, de notre marque d'action CFDT en tant que syndicat et aussi écologiste. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Je vais m'adresser à vous dans la continuité. On a vu donc cette hétérogénéité sectorielle, mais on peut imaginer qu'il y a une forte corrélation entre la géographie et le sectoriel, puisque certains types d'industries ne sont pas implantés au même endroit. Et est-ce qu'on retrouve en conséquence les mêmes degrés d'impact sur tout le territoire, ou il y a des hétérogénéités également géographiques? Il me semble que c'est aussi posé d'une autre manière, en fait, la question des politiques publiques. Donc, en fait, si on dit qu'il va y avoir des créations et des destructions, mais ça va être relativement, en tout cas, au niveau agrégé, c'est limité. Il peut y en avoir un petit peu plus, mais en fait, le problème que ça pose en termes de politique publique, c'est aussi que c'est quelque chose qui est, je l'ai plus là. Ouais, je l'ai plus, c'est pas grave. Ouais. C'est qu'en fait, il y a un petit problème de concentration géographique. Alors en fait, je vous explique un peu ce qu'il y a là. En fait, c'est le même petit exercice. J'espère qu'il était compréhensible tout à l'heure. C'est-à-dire cette histoire de, on renchérit le prix des énergies carbonées. Et en fait, donc on a fait quelque chose où on regardait pour chaque établissement d'industrie manufacturière en France. Et après, on a fait un autre exercice qui est en gros de faire des moyennes par zone d'emploi. D'accord ? C'est ni des départements ni des communes, c'est ce qu'on appelle des zones d'emploi. Donc en gros, c'est un bassin à l'intérieur duquel les gens essentiellement se déplacent et habitent pour travailler. Et en fait, ce qu'on voit, quand c'est vert, ça va. Quand c'est jaune, orange, jaune, blanc, ça va. Quand c'est orange ou rouge, ça va déjà beaucoup moins. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, potentiellement, les destructions d'emplois sont très localisées. Et en fait, on voit bien que c'est nord-est et puis un petit peu le centre. Et puis après, il y a quelques points ici ou là. Quand on essaie de comprendre pourquoi c'est localisé comme ça, il y a un réflexe qui est de se dire, bah oui, mais c'est parce que typiquement, l'Est, ça va être plus la métallurgie, par exemple. Et donc, c'est ça qui va expliquer. En fait, quand on regarde dans le détail, c'est pas vraiment ça qui explique. Ça explique en partie les différences entre zones d'emploi, mais pas tant que ça.
Et il semblerait qu'une des raisons, ce soit l'ancienneté des établissements et donc en fait l'ancienneté des machines. Et en fait que ça joue beaucoup plus que le secteur en tant que tel. Et donc en fait, vous avez dans le nord, nord-est, des établissements, là on est toujours sur l'industrie manufacturière, hein, qui sont historiquement plus anciens et qui ont des fours qui sont plus anciens, voilà, tout est un peu plus ancien, le système de chauffage est plus ancien, donc bon, voilà. Donc ça, ce soit une des explications. Donc ça pose des questions de politique publique, parce que quand tout est bien réparti, bien mélangé, les destructions dans un endroit, dans une zone locale, sont compensées par les créations d'une autre entreprise. Là, le problème, c'est qu'on ne va pas demander à des gens qui sont du côté de, je ne sais pas moi, Dunkerque, de venir du côté de Pont-l'Abbé en Bretagne, quoi, même si c'est très sympathique. Et donc là, ça pose des questions d'accompagnement des travailleurs, mais ça pose aussi des questions, peut-être que je peux l'évoquer parce que c'est un peu différent, d'accompagnement aussi des entreprises, même si ça rejoint la question d'accompagnement du travail, mais d'accompagnement des entreprises pour réussir à être plus vertueuses, on va dire, en termes de type de consommation d'énergie, de type et puis de volume de consommation d'énergie. C'est assez compliqué en fait pour une entreprise de changer sa manière de produire techniquement. Ça suppose un certain nombre de bilans, ça suppose un certain nombre de compétences que certaines entreprises n'ont pas, notamment parce qu'elles sont de taille relativement limitée. Il y a des outils d'accompagnement qui existent, comme la BPI, mais ce qu'on manque aujourd'hui, en fait, c'est vraiment de savoir cibler ces entreprises. Parce que le travail qu'on a fait là avec des collègues, en réalité, c'est assez difficile pour les pouvoirs publics de le faire et de le faire au-delà même d'ailleurs du secteur manufacturier. Ce qui fait que c'est très compliqué de savoir quelle entreprise a vraiment besoin qu'on l'aide, sauf une fois que c'est trop tard, quoi. Que l'entreprise éventuellement dépose le bilan ou fait un plan social, etc. Donc, on a des outils potentiellement pour les accompagner. Il y a des outils aussi publics pour venir en garantie des emprunts nécessaires aux investissements dans des nouvelles machines, aux nouveaux systèmes de production. Mais savoir vers quelle entreprise aller, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Voilà. Merci beaucoup. Et je rebondis sur la thématique des, des changements de compétences qui avaient été abordés tout à l'heure, et notamment en lien avec les emplois verts et leur attractivité. Parce qu'il me semble qu'il y a un volet dans la note CAE qui parle de cette attractivité qui n'est pas aussi, enfin qui est forte, une demande qui est forte, mais une attractivité qui est faible due aux conditions de travail, etc. Et est-ce que vous pouvez également nous en dire plus? Ouais, alors on fait deux remarques dans la note CAE. La première remarque, c'est de dire en fait ce qu'on appelle emploi vert. Enfin, le terme est un peu flou entre vert et verdissant. Qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui n'est pas vert? Si on installe des panneaux solaires, ok, ça peut être vert, mais la question, je ne sais pas, est-ce que tous les plombiers, c'est des emplois verts, par exemple? Est-ce que tous les plaquistes, c'est des emplois verts? Bon. Donc il y a une question du terme. Les emplois verts, au sens fort du terme, c'est de toute façon un volet très limité de l'emploi. Maintenant, les secteurs et donc les emplois concernés, eux, forcément, c'est beaucoup plus important, et on a vu dans les exemples qui ont été donnés. C'est vrai que sur les emplois verts, c'est-à-dire directement liés à la transition écologique, il y a des problèmes d'attractivité. Il y a quelque chose d'assez surprenant, c'est qu'il y a des travaux qui sont intéressés à ce qu'on appelle le bonus salarial des emplois verts. C'est-à-dire, est-ce que les emplois verts, puisqu'ils demandent souvent plus de compétences, pas forcément plus de diplômes, mais plus de compétences, est-ce que c'est des emplois qui sont mieux rémunérés? En réalité, ce que montrent les études, c'est que c'était plus ou moins le cas il y a une quinzaine d'années, mais que cette prime salariale a complètement disparu aujourd'hui. En tout cas, dans la plupart des pays industrialisés, ce qui vient renforcer un peu ces problèmes d'attractivité. C'est-à-dire que tout le monde dit on en a besoin, on en a besoin, on en a besoin. C'est un peu comme la restauration. On en a besoin, on en a besoin, on en a besoin. Mais enfin, les salaires derrière, ils ne suivent pas. Donc forcément, si les salaires ne suivent pas derrière, c'est compliqué de convaincre les gens de se former et de convaincre les personnes de prendre des emplois qui, en plus, requièrent généralement un panel de compétences plus large. Et donc là-dessus, je pense qu'il y a, pour moi, un mystère qui n'est pas résolu. Je pense qu'il y a en réalité plein de problèmes, et notamment un problème qui est assez peu discuté, c'est que je ne suis pas sûr que pour les entreprises qui ont le choix, par exemple, entre faire différents types de rénovations, entre des rénovations qui sont, on va dire, à haute qualité environnementale et des rénovations, on va dire, tout à fait standards. Je change les fenêtres et puis voilà. En fait, je pense que c'est pas très profitable pour les entreprises d'aller sur des rénovations qui sont, on va dire, à haute qualité environnementale, en tout cas des rénovations qui participeraient davantage à la transition
écologique, et ce qui fait que comme la rentabilité relative pour les entreprises n'est pas très élevée, elles n'ont pas finalement un intérêt aussi fort que ça à très très bien payer les salariés concernés, quoi. Et donc ça pose un certain... C'est assez compliqué à résoudre du coup ce problème-là, parce que c'est un problème un peu de compétition, de comment on oriente les entreprises vers ce genre de choses. Forcément, ça pose la question des normes. Ça veut dire que peut-être que les normes ça de vertueux, que de toute façon ça forcerait, même si la profitabilité relative n'est pas si élevée que ça. Mais je pense que ça fait partie un petit peu des questions. Et en fait, je pense qu'on le voit bien parce que c'est un peu la même, c'est différent en pratique dans le détail, mais c'est un peu le même genre de paradoxe que la restauration. On n'arrête pas de nous dire on manque, on manque, on manque, on manque, on manque. Alors qu'en réalité, on voit bien que les salaires derrière ne suivent pas. Et donc, en fait, on manque, on manque, on manque dans l'absolu si les salaires n'étaient pas très élevés et que c'était facile pour les entrepreneurs voilà, d'avoir plus de personnes au même salaire, quoi. Merci beaucoup. Nathalie, je vais continuer sur cette question des emplois verts et de leur attractivité. Est-ce que vous avez des études au CEREC qui vous intéressez à cette question et un deuxième plan sur la question de l'anticipation des besoins des entreprises? Est-ce que c'est également des volets sur lesquels le CEREC a travaillé ou en tout cas a proposé des politiques, des recommandations qui permettraient de faciliter la détection des entreprises ou des travailleurs particuliers qui sont affectés par cette transition? Alors, sur le premier point, le paradoxe des emplois verts, hein, qu'on a souligné aussi en termes de qualité d'emploi, on se dit, c'est des emplois dont on aurait besoin pour faire la transition écologique et c'est notamment des emplois de préservation de l'environnement ou d'accélération, de mécanismes de transition comme la rénovation énergétique et thermique des bâtiments. C'est vrai qu'on se rend compte que ces emplois, il y a une polarisation en fait, si vous voulez. Il y a des emplois, mais ils sont peu nombreux, 20 de cadres, d'ingénieurs, de niveau de la conception de ce qu'il faut mettre en œuvre pour faire cette transition écologique, qui eux sont plutôt des emplois de bonne qualité, qui sont bien rémunérés, voilà, et qui sont porteurs notamment pour des jeunes qui vont s'engager à travers des formations qui ont tendance à se verdir, hein, dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de gestion, de commerce, où on va intégrer de plus en plus de briques de compétences liées aux enjeux de la transition écologique. Eh bien, au niveau des emplois de conception, on a une certaine valorisation, mais ils sont peu nombreux. Donc effectivement, la prime au salaire moyen, on va dire, elle n'est pas visible parce qu'une grosse partie des emplois de la transition écologique, ce sont aussi des emplois dits d'exécution, hein, d'ouvriers qualifiés ou non, du tri, de l'assainissement, du bâtiment, de l'agriculture. Donc on a un ensemble, un gros volet d'emploi qui est peu qualifié et dont les compétences, si elles doivent s'orienter vers la transition écologique, ont à être plus reconnues et valorisées, j'ai envie de dire. Elles le seront à partir du moment où les entreprises sur ces secteurs auront aussi des marchés plus matures, hein. C'est le cas de la rénovation énergétique. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que j'aurais envie d'essayer d'expliquer ce paradoxe, c'est-à-dire qu'on a des marchés qui ne sont pas prêts à se déployer et donc les entreprises ne vont pas anticiper des besoins en compétences liés à des marchés qui ne sont encore pas matures, comme par exemple sur la rénovation énergétique et des bâtiments. On sait bien les politiques un peu de stop and go sur ces enjeux de rénovation des bâtiments. Et puis, il y a aussi l'insuffisance des moyens alloués si on voulait vraiment rénover l'ensemble des marchés. Ça a été dit dans le rapport Pisani-Ferry il y a 2 ans, c'est quand même des sommes très importantes à investir sur ce secteur-là en particulier. Donc voilà, on est dans un cercle qui n'arrive pas à devenir vertueux, j'ai envie de dire, même si les acteurs seraient plutôt prêts, hein, à enclencher, mais il y a quelque chose quand même qui, pour l'instant, on manque du coup d'accélérateur. Pour revenir sur les anticipations des besoins en compétences, donc au-delà du contexte économique dans lequel va se situer l'entreprise, l'anticipation des besoins en compétences, c'est vrai pour ce qui concerne les compétences dites vertes, mais c'est vrai pour n'importe quel type de compétences. Je pense notamment aux compétences numériques, hein, puisqu'on est aussi dans une phase, il faut bien voir que les entreprises, elles sont dans des transformations importantes en ce moment à travers la numérisation aujourd'hui, et je ne parlerai pas du contexte international de concurrence actuel. Donc, bon.
Mais anticiper des compétences, c'est assez difficile pour des entreprises qui ont bien conscience du processus de production à mettre en œuvre, mais de là à aller très finement dire mais de quelles compétences a-t-on besoin, c'est pas si simple que ça, hein. Quand on interroge une entreprise pour qu'elle nous décrive précisément ce dont elle a besoin en termes de savoir, en termes de savoir-faire, en termes de savoir-être, il y a aussi ça, hein, dans les besoins en compétences, eh bien, les idées sont pas toujours super précises. On a besoin de savoir utiliser telle machine, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes cognitifs? J'ai envie de dire, voilà. Donc, sur les questions de transition écologique et de compétences vertes, par exemple, on a étudié le cas des vendeurs en magasin bio. Ben, un vendeur en magasin bio, c'est comme un vendeur en supermarché non bio, sauf que son objectif, c'est de vendre, d'accompagner le client, de le renseigner. Sauf qu'il a besoin, en fait, de connaissances supplémentaires parce qu'on va être sur une marchandise différente et un rapport au client qui va être différent. Ça, c'était pas évident au démarrage pour toute cette filière bio de se dire nos vendeurs, ils vont avoir besoin d'autres compétences qu'on va mettre ensuite en briques de compétences, si vous voulez, dans des filières de formation. Bon, là, je parle beaucoup de travail d'exécution parce que c'est quand même une grosse partie des emplois en France, mais on sait dans les écoles et dans les universités un peu moins, mais dans les écoles quand même pas mal, introduire maintenant des blocs de formation qui vont permettre d'avoir au moins un socle, alors qu'on voudrait commun, mais qui ne l'est pas encore, hein, de connaissances minimum pour intégrer dans la conception de son travail des enjeux environnementaux. Je vous ai parlé de la gestion des déchets, ça concerne toutes les professions. Il y a des professions, si vous êtes ingénieur chimiste, qui vont devoir intégrer encore plus de connaissances sur la façon de comment travailler, comment bien faire son travail et bien le faire de façon écologique. Donc là, on est sur quelque chose qui est en train de se faire, hein. Faut pas oublier que tout ça, c'est assez récent. Merci. Dans cette prise de conscience et ces transformations. La dernière loi qui transforme le dialogue social, c'est Climat et résilience, elle date de 2021. On a eu beaucoup de lois sur la transition écologique, croissance verte, voilà, mais peu sur les transformations du travail encore, hein. Et c'est la mise en place du secrétariat général à la planification écologique qui date de 2023, je crois, qui a juste publié l'année dernière son plan emploi compétences, donc c'est 2024, pour réfléchir aux besoins en compétences et aux besoins en formation subséquents. Donc on est quand même dans une transformation en train de se faire et tout ça est pas toujours facile à mesurer. Merci beaucoup. Peut-être avant de passer aux questions du public, j'ai une dernière question pour vous, François, parce qu'on parle donc de ces transitions des travailleurs. Et ce que disait Anne-Juliette plus tôt, on aimerait éviter le risque de passage par la case chômage. Est-ce qu'il y a des dispositifs, des réflexions qui sont permises pour éviter le plus possible le passage par le chômage et du coup un besoin de formation, par exemple? La vérité, c'est que je suis pas. Enfin, je pense que les partenaires sociaux, etc., c'est des questions qui se posent. Je suis pas sûr qu'au niveau des pouvoirs publics, c'est des questions qui sont aussi fortes que ça. C'est clair que on n'a pas non plus 36 000 manières d'y répondre. C'est-à-dire, ça ne peut être que des questions de formation continue. Le problème, c'est que la formation continue, on sait qu'elle est très concentrée en fait sur les travailleurs qui en ont le moins besoin en réalité, ce qui fait que les rendements sont relativement limités. On a déjà quand même pas mal d'instruments de formation continue qui existent, tant et si bien que je suis pas certain qu'il y ait énormément d'outils très très performants qui éviteront complètement le fait que ça passe en partie par la case chômage. Le problème de la case chômage en France, c'est qu'elle est très longue. C'est que les gens restent longtemps, en moyenne, beaucoup plus longtemps que dans d'autres pays, ce qui fait que elle est associée à beaucoup de difficultés. Donc il y a peut-être une question de l'accompagnement des demandeurs d'emploi qui, elle, se pose de manière aussi accrue. Merci beaucoup. Donc, en fin de compte, on comprend, avant de vous donner la parole, qu'il y a plusieurs dénominateurs communs autour de cette thématique. Et je pense que l'un des centrales, c'est l'aspect décentralisé finalement de la question. Ce n'est pas simplement une question de destruction et de création à l'échelle nationale. C'est vraiment une spécificité au sein de chaque secteur, entre les secteurs, au sein de chaque secteur et entre les zones d'emploi, ou en tout cas plus généralement entre les territoires. Et aussi un autre point, j'ai l'impression, cette question finalement
nouvelle qui fait que les caps ne sont pas encore totalement définis, comme le disait Anne-Juliette, et donc les politiques et les objectifs peu assez faiblement déterminés de par ce manque de cap qui est donné. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Maintenant, je vous propose d'assaillir nos intervenants de questions. Attendez, je vais faire tourner un micro. Ouais, c'est possible. Juste le monter. Oui. Oui, bonjour, Monsieur Fontaine. J'avais une petite question. En fait, tout à l'heure, vous avez parlé effectivement de la transformation des industries avec le passage d'une consommation plutôt gazière à une consommation plutôt électrique, finalement, pour limiter l'impact carbone. Mais qu'est-ce qu'il en est des filières biodéchets, biométhane, et finalement d'une possibilité de continuer à utiliser du gaz, mais qui cette fois-ci soit un biogaz? Oui, c'est ça. Je pense que la question, c'est alors d'abord en masse globalement dans les consommations. Donc là, nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment l'industrie manufacturière pour des raisons de données, parce qu'on n'avait pas d'autres données. D'accord. Donc, on a les données maintenant, effectivement, qui montrent un peu les consommations de biogaz. Dans ces secteurs-là, c'est quelque chose qui est très, très limité. Après, en plus, il y a des questions de la discussion de la vertu complètement de ces bio, entre guillemets, de ces biogaz, que ça relève comme du carbone, ça suppose que ce soit recapturé de la même manière, etc. Donc voilà, donc je pense qu'il y a encore pas mal de questions, ce qui fait que c'est quelque chose qui est pour l'instant qui n'est pas du tout abordé. Une grande partie des régulations carbone directes passe par le marché carbone, et les marchés carbone, pour l'instant, la manière dont ils fonctionnent, c'est qu'ils calculent les émissions en fonction des installations. Donc, ils regardent le type d'équipement, de type de chaudière des établissements et imposent un prix du carbone à partir de là. Ou pour le transport, ça va être le nombre de vols, etc. Ce qui fait que je pense qu'en partie, pour l'instant, c'est pas que ça passe sous le... un peu, voilà, mais je pense que pour l'instant, c'est un peu mis de côté. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire. Bonjour. Déjà, je vous remercie pour vos différentes présentations. Je voulais juste vous poser une question sur un point. Vous avez beaucoup insisté sur les politiques publiques qui pourraient être menées auprès des entreprises de manière à les... en tout cas les entreprises les plus polluantes, de manière à les aider à changer leur mode de production et s'orienter vers une production plus verte. Mais par contre, je voulais savoir si vous pourriez nous dire quelques mots par rapport aux politiques aux politiques publiques menées actuellement en direction des consommateurs, qui peuvent avoir également un rôle important dans leur mode de consommation, dans le développement, je dirais, de certaines activités plus vertes, ce qui permettrait à certains secteurs dont vous parliez tout à l'heure, peut-être de pouvoir se développer, de pouvoir émerger et arriver, je dirais, à des entreprises, un plus grand nombre d'entreprises ayant une production verte et plus respectueuse de l'environnement. Oui, alors c'est tout à fait juste ce que vous dites. Dans les motivations à orienter les productions vers des modes plus vertueux, on va dire, il y a la demande des consommateurs. Hein. Il n'y a pas seulement les normes qui sont édictées par des politiques publiques, mais il y a aussi la demande des consommateurs, soit la demande directe pour des produits plus... Bon, on va prendre l'alimentation, on va parler du bio, mais des produits qui sont plus respectueux des ressources, soit des effets de réputation aussi d'entreprises qui ne produisent pas bio ou dans les normes, mais qui vont avoir des politiques, alors des stratégies de prise en compte de leurs effets sur l'environnement en compensant d'une façon ou d'une autre. Évidemment, comme dans tout domaine, on peut avoir des stratégies de greenwashing qui
qui vise à masquer certaines pratiques. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Et donc, pour revenir à votre proposition, à votre piste, hein, de dire comment est-ce qu'on peut inciter plus les citoyens, les consommateurs, qui sont aussi souvent des salariés, ne pas oublier cet aspect-là des choses, c'est-à-dire que comment inciter des personnes qui sont consommatrices, mais qui vont aussi, elles, de leur côté, être dans une sphère de production la plupart du temps, à avoir des comportements plus vertueux. Alors, on a des dispositifs comme des incitations, peut-être tu voudras en dire un mot, sur les rénovations thermiques, sur les primes pour changer de véhicule. Mais moi, il me semble que, pour rejoindre ce que disait Anne-Juliette, il y a aussi cette idée de pouvoir avoir des espaces de délibération ou de réflexion sur comment on peut mieux faire dans son travail. On constate qu'il y a une partie des salariés, ça c'est dans la dernière étude conditions de travail de l'INSEE, qui sont en position de conflit éthique, c'est-à-dire qu'ils vont être dans des activités professionnelles pour lesquelles leurs pratiques peuvent avoir des enjeux soit directs, soit indirects sur l'environnement, hein. Y compris dans le secteur de l'éolien. Je me souviens avoir rencontré quelqu'un dans une entreprise qui me disait « Moi, je travaille pour l'éolien, c'est une énergie renouvelable, mais en même temps, pour faire les éoliennes, on coule des kilotonnes de béton dans des champs agricoles. » Bon, voilà. Donc ça, c'est cet enjeu du conflit éthique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que consommateur, si on agit seul ou avec des dispositifs incitatifs qui sont difficiles parfois d'accès, eh bien, on a du mal à savoir quelles pratiques vertueuses on peut avoir. Et dans le monde du travail, c'est un peu pareil, d'où la nécessité de penser à des espaces de délibération pour s'approprier pour augmenter sa capacité à agir, en fait. Voilà. Sur les consommateurs, ce n'est pas mon champ de recherche, je ne vais pas pouvoir en dire grand-chose. J'imagine qu'il y a sans doute des façons de s'organiser en tant que consommateur pour agir collectivement de façon plus vertueuse aussi, que ce soit des AMAP ou d'autres choses. Donc, en fait, le sujet, je pense qu'il est extrêmement vaste. Encore une fois, en plus, je pense que la difficulté, mais c'est une difficulté qu'on a depuis le début, c'est que la transition qu'on appelle écologique, elle touche énormément de choses, quoi. La transition énergétique, plutôt des problèmes carbonés, qui soient des questions de pollution. C'est pas toujours exactement les mêmes outils. Moi, je vais juste prendre ce sur quoi je suis un peu plus à l'aise, donc qui est vraiment le côté un peu transition énergétique, donc en gros la diminution de nos émissions de carbone. Je pense que d'une manière ou d'une autre, ce qui fait le lien entre la demande et l'offre, c'est le prix. Et de ce point de vue-là, ce qui permet de coordonner tout le monde, ça ne peut être que directement ou indirectement le prix du carbone. Il n'y aura pas de transition climatique sans une augmentation du prix relatif, c'est-à-dire en comparaison avec les autres, des énergies carbonées. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que ceux qui produisent de manière très carbonée, les prix vont augmenter, et de ce point de vue-là, les consommateurs préféreront substituer à ces produits-là des produits qui sont moins carbonés s'ils en ont la possibilité. Alors après, il y a plein de détails. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est le prix de l'énergie carbonée qui est le plus important. Le problème du prix de l'énergie carbonée, on le connaît tous, vous le savez très bien aussi avec moi, c'est que c'est bien beau d'augmenter les prix, mais ça ne veut pas dire la même chose pour différentes personnes. Il y a des gens pour qui, bon, s'il y a une augmentation des prix de 10%, en fait, en réalité, elles peuvent s'en sortir très très bien. Et pour d'autres, ça peut être une catastrophe extrêmement importante. C'est pour ça qu'il y a tout un tas de politiques qui sont des politiques finalement de subvention. C'est vrai pour les entreprises et c'est vrai pour les consommateurs. Donc effectivement, l'un des exemples, par exemple, c'est toutes les aides à la rénovation. Puisque l'idée, c'est de dire, si le prix des énergies carbonées augmente, les consommations énergétiques de manière générale, ça va être plus cher, etc. Il faut changer la chaudière, donc ça coûte. On va aider à la rénovation. Le problème de ces aides-là, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, elles ne sont pas très, très efficaces. Pour plein de raisons. Il y a des raisons... Alors, il y a différences... elles sont très concentrées. C'est-à-dire que le problème, c'est que beaucoup de gens sont locataires en France. Les propriétaires, ce n'est pas le français moyen nécessairement. Notamment si on regarde les biens les plus énergivores, en fait, il y a un certain nombre de propriétaires qui louent, qui vont forcément bénéficier. Alors, ça peut être pas forcément une mauvaise chose, mais qui vont bénéficier de ces politiques-là. Donc, l'aspect redistributif est toujours un peu compliqué. Et puis après, le problème, c'est que c'est bien de dire, voilà, on va essayer d'améliorer les choses, donc on va pousser tout le monde à rénover, mais en fait, on sait bien que si vous passez votre bien d'une étiquette D à une étiquette B, en réalité, le gain réel est très, très faible. Et donc, en fait, en réalité, ce qu'il faudrait, c'est concentrer très fortement sur les étiquettes très, très hautes. Donc, en gros,
G et F, et en fait, en réalité, le gain ensuite diminue beaucoup. Donc après, donc voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut commencer par le prix. Après, il faut compenser pour les ménages les plus exposés, aux entreprises les plus exposées, surtout les ménages en fait les plus exposés. Il faut essayer de trouver des manières de compenser ça, mais en fait, c'est extrêmement compliqué en pratique. Et il y a tout un tas de politiques qu'on pense être vertueuses sont en réalité des politiques qui sont quasiment anti-redistributives, quoi. Et donc voilà. Donc la réponse, c'est bon, c'est pas encore trop bien, quoi. Les principes généraux, c'est toujours pareil, hein. Les principes généraux, c'est assez facile. Puis après, dans le détail, en fait, on se rend compte a posteriori des erreurs qu'on fait, quoi. Peut-être j'en profite pour compléter sur l'aspect purement changement de consommation. Justement, en fait, vous avez plusieurs liens aussi. Vous avez le lien où juste la demande va changer, la nature de la demande va changer. S'il y a plus de personnes qui vont commencer à consommer des biens dont le processus de production est plus sobre, forcément, ça risque d'orienter l'offre. Et l'autre côté, si ce n'est pas le cas, donc ça, c'est en fonction, il y a plein d'enquêtes qui vous montrent quelles sont les préoccupations des ménages lors de leur consommation. Mais il y a également un autre moyen. C'est un mot qui a beaucoup d'amalgame, mais le nudge, c'est-à-dire que typiquement, il y en a un qui est assez connu, le Nutri-Score, juste le fait d'avoir votre note de A jusqu'à, je ne sais plus quelle lettre, mais donc du rouge au vert. Et justement, ce que vous voyez dans les études, c'est qu'il y a peu d'impact finalement sur le consommateur, comme quoi il va moins changer, il va moins passer du B au A, ou en tout cas du bas au haut. Mais en revanche, il y a un changement dans la composition des produits par les producteurs, de manière à ce que les produits passe d'un C à un B, d'un B à un A. Du coup, il y a des changements, en tout cas, qui sont montrés dans des études du Nutri-Score, mais il faut voir la magnitude aussi. Et, en tout cas, voilà. Ouais. Bonjour, merci de votre intervention également. J'avais une petite question, justement concernant l'alimentation et les débats, qu'il y a eu autour des crises agricoles et des produits, des différences de normes, sur les produits qu'on importe, entre ce qu'on est autorisé à produire en France et ce qu'on importe sans nécessairement les surtaxer à l'entrée pour permettre aux produits français, d'être compétitifs. Est-ce qu'il y a des pistes de ce côté-là, justement, sur une taxation à l'entrée des produits, sur une exclusion de certains produits de nos marchés complètes, ou alors une taxation pour favoriser, une agriculture, plus verte chez nous? Ma réponse va être forcément limitée. Donc il y a la question des mécanismes d'ajustement aux frontières. Donc dire effectivement qu'on va taxer, alors c'est pas une question uniquement pour le secteur agricole, hein, c'est une question plus généralement. Donc on taxe en fonction effectivement d'un certain nombre de critères. Ça peut être les émissions carbone. C'est quelque chose qui est absolument effectivement nécessaire de manière à pas avoir de concurrence déloyale. Pour le côté agricole, il y a beaucoup de choses. Je ne suis pas un grand spécialiste. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, notamment quelque chose qui est dit. Il faut distinguer ce qui est intra-européen et ce qui est en dehors de l'Europe. Intra-européen, on est quand même soumis ensemble à un certain nombre de règles. On parle de cas de surtransposition de réglementation européenne au cas français, mais qui me semble être, pour en avoir discuté avec des gens qui connaissent, quand même pas forcément des choses très si massives que ça. Donc c'est peut-être plutôt pour des questions qui sont effectivement avec l'extérieur de l'Europe. Et donc on a ce mécanisme de CBAM, donc de mécanisme d'ajustement à la frontière, là, qui devrait effectivement se mettre en place petit à petit. Mais je pense qu'il y a encore une bataille politique, au sens noble du terme, qui est à venir, parce que différents pays d'Europe sont exposés différemment à ça, peuvent avoir des intérêts différents, surtout avec les problèmes de commerce internationaux qui sont devant nous. Mais en fait, ça va peut-être plutôt nous aider, quoi. Le fait que les États-Unis deviennent beaucoup plus durs dans les négociations commerciales, en fait, ça va peut-être nous aider à dire, dans ce cas-là, une bonne manière de faire les choses, c'est effectivement de taxer un certain nombre de biens parce que voilà, ils sont moins bien produits, il y a plus de carbone, etc. Donc c'est possible que là-dessus, ça avance. Donc j'ai pas de réponse particulière sur le volet agricole, mais je sais que ça, par contre, c'est déjà quelque chose qui était déjà dans les tubes et je pense que ça va s'accélérer. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vous remercie. Merci encore à tous les deux et bonne journée.